je vais quand même présenter des projets, des dispositifs en anglais, si ça ne vous gêne pas. Et puis, je vais dans le français et je vais vous montrer un peu de travail. Donc, juste bon, peut-être je ferai en français finalement, mais juste un petit rappel de ce projet Sounds Delicious que j'avais commencé en 2018 et je continue un peu comme un de mes projets. En ce moment, ça commence avec l'idée que les aliments, lorsqu'ils viennent comestibles, vivent de toutes sortes de manières. Et le fait que, bon, en fait, je vais faire en français, je vois maintenant. En fait, quand l'attention souvent sur les actions humaines et comment on sonne, comment on actionne. Bien sûr, il y a beaucoup de façons dont on interagit avec, disons, que l'alimentation, la nourriture, la cuisine, et bien sûr, beaucoup de relations multi-espèces, humains, non-humains, qui nous permettent de manger. Et donc, les questions étaient que food is vital through its entanglements. Et en fait, c'est justement ces interactions qui fait que la nourriture est vibrante et vivante. Et la question, c'est comment est-ce que le son peut aider à nous comprendre ou tracer des façons, saisir, sentir les façons de comprendre cette vitalité. Et donc, c'était le début d'un grand projet de recherche qui était plutôt recherche universitaire. C'était un Marie Curie à l'Université de Copenhague qui a voulu être anthropologique, historique, mais surtout d'amener des pratiques artistiques, de commencer d'amener vraiment des pratiques artistiques comme les approches de recherche, de comment on peut penser par le son. Et donc, la question, c'était how can sound remind us that food is an event happening between multiple protagonists, many of whom are never acknowledged, never sensed. Okay. Donc, en fait, ça résonne avec plusieurs théories. J'ai choisi de citer la théoriste culturelle Jane Bennett, qui avait écrit dans Vibrant Matter, donc déjà en 2010, que les récits de l'alimentation encore tient les grandes distinctions, les grands écarts entre les séparations entre ce qui est humain et non humain, et que les matériaux de la nourriture, de l'alimentation sont considérés pas actifs. Donc, comment on peut changer cette perspective? Et so, how can we recognize the agency of food? And when we do, then we also reorient our own experience of eating. Donc, c'est dans ce contexte de toutes ces notions qu'on devrait changer de récit. Et comment est-ce qu'on change nos récits, nos perspectives du monde, quelles sont les pratiques. Donc pour moi, c'est vraiment de développer des pratiques d'attention du son, de l'écoute, et d'essayer de comprendre par nos corps, par nos positionnalités d'écoute, voilà, à la fois d'identifier nos habitudes d'exceptionnalisme humain et aussi comprendre, voilà, de commencer à dessiner les autres pratiques. Donc, ça va beaucoup avec les humanités, environmental humanities, ça va beaucoup avec les penseurs comme Vincent de Pré, Donna Haraway, tous les gens qu'on lit à l'école d'art et aussi dans les sciences humaines. Et tous ces gens aussi portent, Donna Haraway, Vincent de Pré, de plus en plus entendent le mot écoute. On va écouter pour commencer un récit. Il faut écouter pour entendre les non-humains. Il faut écouter pour commencer à faire autrement. Mais qu'est-ce qu'elles voudraient dire? Quelles sont leurs pratiques? Quelles sont notre pratiques? Donc, comment on fait sens de notre écoute, nos pratiques d'écoute, à la fois critique et d'ouvrir vers une création. Voilà, j'espère que c'est cohérent. Et pour moi, c'est surtout d'engager le son réel, les technologies familières, hein, et vraiment, nos corps, hein, voilà. Et donc, juste pour dire ce que je fais alors dans un de mes projets, Sounds Delicious stages many different performances and experiments
for reflecting on different ways that sound is making meaning in food stories. So now I will talk about the kinds of activities that happen in kitchens, and in fields, in art spaces, in universities, in gardens. It's a means of engaging our bodies in complex situations of making that show how sound brings things into relation. Sounds Delicious looks at techniques and practices. It illustrates how listening is active. It also illustrates how listening is often combined with the other senses. It's multisensory, and it's collective. So I hope to open up a more broad panorama for working on ways of sensing sound. Voilà un peu les enjeux. Ça ne veut pas dire que les exemples que je vais présenter aujourd'hui sont parfaits, pas du tout. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous montrer 3 exemples des ateliers que j'ai faits avec les groupes universitaires et les écoles d'art. Et puis, je vais vous montrer quelques autres petites indices de mes recherches. C'était un moment pour moi de, en fait, de revenir aux archives et aux expériences. C'est la première fois que je présente toutes ces expériences avec vous. C'est un moment où j'apprends aussi sur ces expériences et donc c'est déjà très bien pour moi, bénéfique. Donc on va commencer. Donc là c'était juste pour vous donner un goût à ces pratiques. Donc là c'était en 2019 que j'ai commencé avec un rhythming workshop. J'ai une théorie sur le rhythming, comment on rythme nos mondes. Et c'était en fait on a décidé. On était dans une conférence avec des professeurs, avec des sciences humaines, les experts en son, sound studies, les artistes et les élèves de l'université. Et on a décidé de prendre l'après-midi et cuisiner ensemble pour 3 heures, au lieu de faire, et puis de dîner ensemble au lieu d'aller en restaurant. Donc, en fait, j'ai invité un chef, une femme. Et on avait juste dit, OK, on va faire des tables, on va cuisiner ensemble. Et en fait, c'est juste pour dire que quand on parle avec les chefs, il y a déjà plusieurs positionnalités, plein de rythmes et des mouvements. On a toujours les sons concrets qu'on écoute pour de l'eau, de température d'eau. On a l'activité qu'on se concentre devant nous, mais on a aussi tout qui est derrière. Donc, les chefs professionnels, on écoute presque comme un musicien, qu'ils écoutent derrière eux, pour vraiment comprendre le rythme. Ils peuvent vraiment, ils ont une écoute assez précise. Ils n'en pensent jamais. Donc, c'est l'idée de mettre les sons, de prendre soin de bruit de fond. Alors, donc, en fait, on avait donné des recettes très précises avec les matériels sur les tables. Et on s'est mis en groupe et on a cuisiné. Voilà. Et donc, c'est une image d'Anne Lepère, qui est artiste à Bruxelles. En fait, donc tout le monde a commencé leur truc, et donc il y avait plein de bruit, et je n'avais pas installé un silence. Donc c'était vraiment d'être dans une cuisine et un peu avoir une écoute un peu globale. Et donc, j'ai voulu aussi citer Anna Singh, qui est un écrivain et anthropologiste incroyable, qui parlait du fait que the trick of cooking is in the bodily performance. It isn't easy to explain. C'est jamais facile d'écrire ce qui se passe dans le corps. The same is true from mushroom picking, more dance than classification. It is a dance that partners with many dancing lives. J'aime beaucoup cette idée de la danse, quand on parle de la cuisine et de goût et de nourriture, et de parler de ces rythmes qui transforment, même dans ces endroits clos, mais qui puissent aller vers les autres endroits dehors de la cuisine. Donc là, c'est quand même assez cadré. On avait fait les pâtes, on avait pris moi j'appelle le dancing microphone, disons qu'il avait une idée que les gens travaillent avec leurs mains, et puis prendre un moment d'écouter ou de prendre le baladeur, et pour ressentir des différences entre les
un peu de donner un peu d'augmentation de le sensoriel. Très bête comme ça, très facile. Donc c'était Jana Weiland qui est scénographe, elle m'avait dit what I liked about listening to sounds of our own cooking with headphones was that it revealed sounds that would otherwise have remained hidden and unheard. Ok, donc c'est très simple. It made us move around and position ourselves differently. So c'est juste un acte de sensibilisation. On s'est cuisiné ensemble. Et voici juste quelques sons. J'espère que ça va jouer. Ja. Dit is wat. Solo dancers. Und die Musik was Alors, donc, pour moi, j'étais comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on avait quand même pris un son collectif, mais je n'avais pas imposé le silence. Maintenant, j'aime bien, quand je regarde cet événement, qu'on était dans un endroit... en fait, c'était un début pour penser comment on commence à avoir des protocoles, organiser un espace. Et juste pour rappeler les chefs qui ont travaillé dans le studio Olafur et Liaison, de femmes qui ont dit qu'on travaille dans la cuisine, on entre en résonance dans un rythme avec l'un et l'autre. Et en fait, on a une idée de comprendre partie d'un plus grand espace, mais on a aussi une façon de concentrer. Donc, une grande partie de mon travail depuis longtemps, c'était d'aller dans des endroits où on ne pense pas que le son agit et de trouver le son, trouver des techniques sonores, trouver comment ça marche, trouver une articulation de sonore. Et donc, c'était ma première façon d'essayer de faire ça dans la cuisine. Ce qui est drôle qui s'est sorti dans cet événement, c'est que les gens avaient beaucoup de mal à être silencieux. On avait amené les gens avec beaucoup des habitudes différentes de cuisine et de nourriture. Et donc, il faut travailler ensemble, premièrement. On avait différents rapports si on aime cuisiner ou pas. Deuxièmement, c'est comment suivre les instructions, quand même, les recettes. Certaines personnes avaient fait un pâte, ils ont commencé à chanter, il y a des différentes choses qui sont passées dans la salle. Mais en fait, les profs avaient beaucoup de mal, en fait, parce qu'ils n'arrivaient pas on est sorti de le cadre de conférences, dîner conférentiels, où on fait la politique, où on montre certaines hiérarchie, et j'ai réalisé après qu'on avait interrompu le rythme de conférence, le discours. Ce qui était beau, c'est qu'on avait mis cette conférence, ce dîner, la première soirée, et le jour après, on est rentré dans la salle pour écouter. Et en fait, j'avais plusieurs gens qui m'avaient dit, en fait, j'écoute différemment, parce qu'on avait écouté, et on dit, encore rien dans une situation différente. Donc, on a cette précision d'écouter, aller chercher la matière, ou qu'est-ce que j'ai fait avec ce matériel, mais aussi toujours quand on cuisine ou dans ces situations d'écoute, on a une façon de se laisser le corps faire. On sait très bien ça comme artiste, se poser, de comprendre que le rythme va venir, qu'on va se rendre dans un autre rythme de modalité en situ. Et que ça, c'est important. Et c'est une chose qu'on sait, hein, il faut qu'on se sensibilise aux situations, mais c'est très difficile parfois de préciser qu'est-ce que c'est, et pour les gens qui ne sont pas dans l'art, n'est-ce pas? Alors, deuxième exemple, The Sounds Delicious Atelier. Maintenant, on est plusieurs années plus tard. Ça, c'était la première fois que j'ai fait un atelier pendant 4 jours. C'était à Valence. Et donc, oui, le premier exemple, c'est 3 heures. Donc, parfois, on peut faire des petites recherches, on peut manger ensemble. C'est drôle d'avoir un rituel. Là, c'est quand même plus important. Et là, on était vraiment maintenant dans une école d'art, art plastique et visuel. Les élèves qui faisaient l'art plastique et visuel et de performance. Fabrice Besneau est le prof du son là-bas, et Geoffroy Gros est un prof d'art visuel. Donc j'avais une nouvelle collaboration, cette fois-ci avec les hommes. Et en fait, on est allé au marché. On avait 50 euros. On a acheté notre nourriture. Et puis, il fallut comprendre quoi faire. Donc, on voit au fond qu'on a commencé de sentir comment on peut créer les plats. Donc, pas de recettes. Il fallait créer les idées pour 2-3 jours de cuisine.
Et là, l'idée, c'était qu'on apprend aussi comment chercher avec le son. Donc, on avait plein de micros, on avait une expertise technique autour des micros. Et ce qui est drôle, c'est un autre cadre. On voit très cadré en cuisine qu'on avait fabriqué dans les cantines avec notre 50 € de légumes, une cuisine végétarienne, et on avait ces micros placés. Et en fait, donc, le premier protocole, c'était de jouer en silence. Donc, imposer le silence. Autre chose. Hein. Donc, je vais juste vous donner... maintenant, je me lance dans certaines documentations des élèves. Moi, je trouve ça hyper riche et super beau. Et donc, je suis ravie de me présenter ces éléments qui sont faits par des artistes là-bas. Juste pour avoir une idée des sons, des prises visuelles et de montrer c'est un peu les mêmes sons prises de différentes positions. Alors, on avait aussi fait des pâtes fraîches. Voilà. Donc, on a beaucoup de sons, on a beaucoup de silences, et on est comme ça, mais qu'est-ce que je fais? C'est vraiment... ça semble presque banal, n'est-ce pas? On est dans la cuisine. Mais en fait, on avait cuisiné en silence, on avait pris les moments, on était en train d'écouter, et à chaque jour, à midi, on avait mangé ensemble, on faisait plein de manger pour tout le monde dans l'école d'art. Donc, en fait, c'est toujours cet acte de... merde, il faut qu'on cuisine ensemble. Qu'est-ce que c'est? C'est drôle au début, puis ça devient hyper lourd. Ah, je ne peux plus. Puis ça revient, on mange ensemble, on est super fiers. Il y a une collectivité incroyable on mange ensemble. Et les jours après, on avait décidé de... Donc on travaillait les techniques. Et les jours après, on s'est lancé dans la création des dispositifs hyper simples avec des micros, mais plutôt des dispositifs pour l'écoute. Disons que comment on vraiment travaille des petites expériences et on enregistre et on voit qu'est-ce que c'est. Il y a énormément, je suis au courant qu'il y a énormément de micros, énormément de casques, qui n'étaient pas les mêmes choses que le premier. Donc on a un travail de positionnalité. Moi, parfois, j'avoue que je deviens un peu stressée avec ces micros autour de moi. Donc, je pense que ça parle de notre positionnalité et de ce qu'on apporte avec les technologies dans ces situations. Quand on pense, on devrait immédiatement créer une œuvre, mais ce n'est pas du tout le cas. Là, on est dans la cuisine pour ressentir qu'est-ce que c'est, d'écouter ce qu'on avait fait et de revenir à nos corps et nos gestes avant de créer l'œuvre d'art, avant de créer les choses qui va être dans le musée. Donc, c'est tout un processus assez complexe d'écoute. Donc, on avait fait des dispositifs sonores avec la cuisine. On avait fait la pâte. La pâte est très important. Il faut faire la pâte à chaque fois. Donc, on fait la pâte qui est magnifique. Il faut faire plus avec les pâtes. On écoute la pâte. Toutes les coutures écoutent la pâte. C'est un projet en lui-même, en soi. Alors, et le troisième jour, ou quatrième, je ne sais pas, le troisième jour, on avait pris les enregistrements et on avait laissé tout le monde partir faire leur art, hein, en écoutant ces sons de cuisine, ces sons, qu'est-ce que c'est? Je vais juste montrer quelques...
Je suis où? Ah, j'ai encore du temps, c'est bien. Juste quelques images de ça, ou quelques indices de qu'est-ce que c'était les gestes. Ok. Je vais bouger un peu. Et on est resté dans une idée de recherche, de restitution. C'était un peu devoir laisser l'espace respirer et de créer. On avait partagé ce qu'on avait fait. Il y avait des rituels qui se développaient. Voilà. OK. Et le dernier que je vais vous montrer, le dernier exemple, c'était plus récent. Donc, on va maintenant à Paris. En avril dernier. Et là, c'était les recettes de l'Apocalypse. Et là, c'était un atelier qui était conçu par moi-même et puis en collaboration avec Vincent Rioux. Ça va? J'ai 3 minutes. OK. Bon, je vais vous montrer un peu quand même. Donc, c'était un atelier créé, on avait décidé de créer des recettes de révélation apocalyptique. Et on avait j'avais proposé de prendre le sucre comme l'objet d'exploration sonore et culinaire, hein, parce que c'était à la fois le bonheur et le désastre, n'est-ce pas? Et en fait, le départ, c'était le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, où il est invité par un ange de manger un livre pour voir l'avenir, hein, voir l'Apocalypse qui vient. Et ça va goûter le miel dans la bouche, mais ça va être très mal pour le ventre comme le sucre, n'est-ce pas? Et on avait fait plusieurs expériences. On avait chaque jour traité les sucres différemment. On avait créé les hosties. On avait créé des recettes différentes avec le son. Il y avait une femme de Burma là qui avait nous nourri tous les jours et les autres qui avaient fait des choses beaucoup plus expérimentales. On faisait des apple pie. Il y avait un gâteau amer fait de sucre qui était un projet qui racontait l'amertume de l'immigration. Il y avait un livre créé de le sucre et les expériences différentes. Je vais quand même vous jouer un petit extrait de restitution, mais je voudrais finir, je finirai avec ça. J'ai voulu finir avec Anna Singh, The Mushroom at the End of the World, qui nous rappelle que our daily habits are repetitive, nos habitudes sont répétitives, but they are open-ended, responding to opportunity and encounter. What if our indeterminate life form was not the shape of our bodies, but rather the shape of our emotions over time? Such indeterminacy expands our concept of human life, showing us how we are transformed by encounter. Humans and mushrooms share such here and now transformations through encounters. Et donc, c'est pour travailler les gestes de nos rencontres. Je vais juste dire que j'ai des projets sur les abeilles et le miel aussi, qui sont super cool, j'adore les abeilles, qui me rappellent le même sens qu'on peut vraiment écouter d'une façon très directe avec beaucoup des signes acoustiques avec les insectes. On peut aussi comprendre comment ils ont une sensorialité avec le monde. Ça, c'est une autre chose à parler. Mais aussi, c'est toujours la façon d'être avec les abeilles qui est drôle, parce que ça nous met dans un autre rythme des rencontres. Et je peux aussi dire que j'ai un projet aussi avec
plusieurs objets, comme un grand œuf d'autruche que j'avais trouvé et qui m'amenait sur une aventure dans le Danemark pour comprendre qu'ils ont mangé de viande d'autruche dans les années 90. Donc c'est parfois par des objets que je trouve qui sont résonnants, qui résonnent vraiment matériellement, que je peux reconstruire les histoires. C'est une chose que j'aime bien faire aussi, parce que je fais beaucoup des archéologies sur l'écoute avec les casques, les débuts des casques et de façon dont on a été éduqués d'écouter. Et comment on peut jouer avec ça. Quand même, je vais vous laisser avec la petite restitution un peu apocalyptique de notre c'est 1 minute. Oh, zut. Oh. Ça, c'était la restitution de cette... c'était la préparation de la restitution de notre atelier. On avait des micros, on avait fait des performances. On avait notre livre en sucre et les hosties. On avait fait des crêpes pour que les gens on puisse faire la petite vœu de l'apocalypse. On avait des gens qui travaillent le son en direct. On avait des expériences d'écoute pour construire les recettes en direct visuelles. On avait des lectures apocalyptiques. On était en train de cuisiner, de faire des crêpes, des gâteaux amers et les raviolis, les pâtes de Burmese, qui était un jeu d'apocalyptique en fait. Donc il y avait plusieurs positionnalités de l'époque de l'apocalypse. C'est toujours drôle parce que c'est toujours une négociation de à quoi on écoute, quand on est silencieux. Et là c'était beaucoup plus chaotique si on veut, mais une fois de plus ça a marché très bien. Voilà, je pense. Voilà, donc ça c'était des expériences. Ils sont pas parfaits. Je suis encore en train de chercher des protocoles, des expériences, mais j'ai voulu juste vous montrer un peu qui était venu de ce projet. Merci beaucoup.